La suite des infos, c'est dans Coulisses du Qatar. Maroc. Le roi célèbre la qualification pour les quarts avec le peuple. Le roi Mohamed VI n'est pas resté cloîtré chez lui après la victoire historique des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale du Mondial 2022. À bord de sa voiture, il s'est laissé filmer le drapeau à la main. Des images prises sur H24 Info. Côté espagnol, notamment des supporters, la déception est grande et les avis partagés à propos de l'avenir du sélectionneur Luis Enrique. Un micro-trottoir effectué par Yahoo Sport France. Y un poco de desesperación con un juego que al final mucho toque pero no conducía a nada, ¿no? Esperaba que pudiéramos llegar a semifinales. Considero que tenemos equipos bastante los cuatro mejores. Solo defender y luego se desapareció la Virgen en los penaltis. Perder ante Marruecos, con todo nuestro respeto, claro que es un fracaso. No podemos perder, si nos elimina Brasil o nos elimina Francia, pero al final hemos ganado un partido de 4. No ganamos a nadie, ganamos a Costa Rica, que es una pachanga, o sea. Luis Enrique a muerte. Luis Enrique a muerte. Yo creo que tiene que seguir sí o sí. Si sigue debería dimitir Rubiales, Luis Enrique fuera y y creo que no va a seguir. No quiero ni creo. Por mí, yo pensé que un cambio haría falta ahora ya para mismo. Cambiar un poco las cosas. Retando a los periodistas, le preguntaron si había corregido algo y dijo que era algo así como que creo que no había corregido nada y se ha visto hoy. 100% se tiene que quedar porque es un entrenador top, sabe motivar muy bien a los jugadores y hoy en día la motivación es clave. En el trabajo no ganas, señores, la vida es así, tiene que dimitir. Et un tour au Sénégal où Macky Sall offre une belle prime aux Lions. Malgré l'élimination du Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a décidé de gâter ses joueurs. En lui place de la prime des huitièmes, le président Macky Sall leur a remis celle des quarts de finale lors de la réception et qui leur a accordé hier mardi. Les joueurs toucheront chacun entre 30 et 90 millions de francs CFA. Belgique, Eden Hazard arrête avec les Diables Rouges. Le milieu de terrain belge vient en effet de mettre un terme à sa carrière internationale après la décevante participation des Diables Rouges au Qatar. Une page se tourne aujourd'hui. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête, vous me manquerez. Football.fr vient de proposer son 11 types des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Voilà. 11 types qu'on voit avec Mbappé, Ramos du Portugal, Léo Messi, Paqueta, Brozovic, Bellingham. Derrière, on a Maguire, Pepe, Dufray, Bonou, Blind des Pays-Bas. Voilà. On reviendra là-dessus dans quelques instants seulement, juste après les infos. Avant d'aborder, les autres chapitres de Qatar 2022 au quotidien, je vous propose de suivre l'interview du sélectionneur Walid Regragui dans cet entretien réalisé par Beansport France. Le technicien revient sur son groupe et bien sûr le cas Hakim Ziyech. On suit. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je vous rencontre. C'est cette cohésion dans le groupe du Maroc. Comment vous avez réussi à insuffler ça aux joueurs? Dès la prise de fonction, c'était pas évident. C'était un challenge qui était un peu fou de prendre l'équipe à ce moment-là. Donc quand c'est ton pays, t'as pas le temps de réfléchir. Mais ensuite avec le staff, on a mis un plan en place et on savait qu'on n'avait qu'un rassemblement avant la Coupe du Monde.
Donc il fallait absolument que j'aille voir pratiquement tous les joueurs individuellement, passer du temps avec eux pour qu'on puisse gagner du temps, pour qu'ils puissent me connaître et puis pour que moi je puisse aussi les connaître. Et de là, j'ai commencé à faire passer un peu les messages importants que je voulais que les joueurs comprennent qu'on venait dans une compétition qui était importante pour notre pays, qu'on n'avait pas de temps, qu'il fallait qu'on fasse sport et que l'état d'esprit serait prioritaire, en tout cas à mon sens, pour qu'on puisse faire une bonne Coupe du Monde. Et que celui qui n'avait pas cet état d'esprit, il n'aurait rien à faire dans mon équipe. Et du coup, pour le moment, ça fonctionne bien, même si moi j'ai un peu un rapport qui est proche avec mes joueurs. J'ai toujours fonctionné comme ça dans les clubs où je suis passé, où je suis très clair avec eux, où on se dit les choses, où on peut se permettre de parler avant ou après les matchs, comme des amis, comme des frères, ou comme des pères, ou comme on veut, mais à partir du moment où on est sur le terrain, le coach redevient le coach. Et ça, ils l'ont bien compris pour le moment, donc ça se passe bien. Est-ce que vous vous attendiez à finir premier du groupe, dans une poule aussi relevée? Non, on ne l'avait pas prévu, on l'avait espéré, on a travaillé pour, et on était confiant qu'on était capable de pouvoir le faire. Mais à certaines conditions, être confiant, ne pas avoir de regrets à la fin, de tout donner et d'avoir un plan de jeu qui va nous permettre de gagner. Et ce plan de jeu, pour certains, ça peut ne pas leur plaire, mais c'était le plan de jeu qui pouvait le mieux nous aider pour passer ce tour. Donc à partir du moment où ils ont compris ça et qu'ils ont mis les ingrédients, moi j'étais confiant pour qu'on puisse en tout cas passer le premier tour. Après de là à dire premier avec 7 points en n'ayant pas perdu de match, en encaissant qu'un but, ce serait de l'arrogance et je pense que je ne suis pas arrogant. Donc on va dire que non. En fait, vous avez vu que vous aviez tant de joueurs, tel profil. Donc vous allez dire, je vous avais établi le plan de jeu par rapport au collectif plutôt qu'à une ou deux stars de l'équipe. Est-ce que c'est un peu ça? Ouais, je suis surtout parti sur le fait que voilà, il fallait regarder un peu les joueurs qu'on avait à disposition. Quand vous avez des latéraux du niveau du Maroc, tels que Mazraoui qui joue au Bayern ou Hakimi, donc forcément on sait que sur les côtés on est armé. Quand vous avez des top players comme Ziyech ou comme Boufal sur les côtés, sans parler des jeunes qui arrivent, qui sont tout aussi talentueux, voilà, on savait que c'était une de nos armes. Donc après il fallait trouver un équilibre entre les excentrés qui n'aiment pas trop défendre, donc il fallait leur donner un peu de liberté avec un milieu un peu plus fourni. C'est pour ça qu'on a choisi de partir sur ce système de jeu. Comment avez-vous géré le retour d'Hakim Ziyech? C'est compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits de sa part. Il y a eu beaucoup de fautes, que ce soit aussi de la fédération, il ne faut pas se mentir, en termes de communication avec lui. Voilà, et surtout Hakim, c'est quelqu'un qui est très fier, qui a une personnalité, et il fallait déjà aplanir les choses, lui redonner un peu de confiance et beaucoup discuter. Et c'est pas d'essayer de le convaincre parce qu'il aime son pays et je pense qu'au fond il a toujours souhaité revenir, mais voilà, il voulait savoir dans quelles conditions, il voulait me connaître aussi parce qu'il avait eu beaucoup de déceptions et de désillusions, et à partir du moment où le discours il a été clair avec lui, qu'on est parti sur une ligne de conduite, et que je lui ai dit que voilà, moi il serait important dans mon système, mais qu'il fallait qu'il donne plus que ce que j'ai vu moi avant en équipe nationale. Et voilà, les coulisses du Qatar se referment avec cette interview de Walid Regragui. Revenons sur certains éléments. JP, prenons la balle au bon sur cette interview de Walid Regragui. C'est cash. Oui, il dit tout cash. Voilà, je pense que c'est un modèle que tout entraîneur devrait avoir, parce que souvent on a des sélectionneurs, quand ils sont là, ils ne donnent pas la vérité concernant l'environnement, concernant l'histoire même du groupe, et puis c'est quand ils partent, excusez-moi, quelques temps après, on les voit se répandre dans la presse de leur pays pour dire non, ça a échoué parce qu'il y avait telle ou telle situation. Moi j'ai aimé son franc-parler sur le cas par exemple d'Hakim Ziyech. Il a dit clairement que, d'une part, la fédération était responsable de ce qui s'était passé, alors qu'il est le même employé de cette fédération. Et je pense que Regragui lui-même, avant d'accepter de prendre la place de Vedat Lozic, avait été très clair avec la fédération, parce que pendant de nombreux jours, il avait refusé cette offre. Donc, je pense que c'est l'homme qu'il faut, et il le prouve à la place qu'il faut. Quand on voit cette équipe du Maroc jouer, on sent que vraiment cette équipe-là est menée par un homme. Parce que dans les derniers moments de Vedat Lozic, cette équipe du Maroc-là, elle inquiétait énormément. Elle se faisait battre par des formations dites modestes et autres. Et depuis qu'il a pris cette équipe en main, on sent l'orgueil national dans sa manière de mener ses hommes. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette interview qui a été faite sans langue de bois.
Merci beaucoup, JP. Revenons sur le 11 type des huitièmes de finale réalisé par football.fr avec des noms. Il y a beaucoup de commentaires derrière. Est-ce que vous êtes satisfait de ce 11 type de nos confrères de football.fr? Juliette, des noms? Bounou, très bon match. Okay. C'est l'homme du match, donc je pense qu'il a sa place. Mbappé, naturellement. Messi, qui est le porteur de son équipe, de l'Argentine, je pense qu'il a sa place aussi. Bellingham, on a vu ce qu'il a fait avec... Oui. Voilà, donc oui. Pépé, franchement, c'est une joie de le voir dans cette équipe type parce que c'est quelqu'un aussi qui est très engagé, qui est résilient et qui est humble. Moi, je pense qu'il donne, il est très généreux aussi. Donc, bon, Maguire, Blind, bon... Je pense que c'est bon. D'accord. Pour beaucoup, Achraf Hakimi manque. Pour beaucoup, Sofiane Amrabat manque. Absolument. Roger. Absolument. Moi, je fais un petit 11 dans lequel je vais placer Hakimi dans le couloir droit. Là, on a mis Domfire. Je vais placer également Amrabat au milieu de terrain qui a été excellent face à l'équipe de l'Espagne. Là, je vois Brozovic, le Croate. Je vais placer également Saka, le jeune anglais, dans le couloir. D'Arsenal. Oui, dans le couloir. Mais je suis parfaitement d'accord avec certains garçons, notamment Bomou, le portier, qui a vraiment sa place. Mbappé a sa place. Ramos, le Portugais, hier, qui a fait un triplé a également sa place. J'aurais décalé un peu Lionel Messi au milieu de terrain en 10 et mettre Saka de l'autre côté. Et puis, bien entendu, Amrabat au milieu de terrain, Hakimi dans le couloir droit. J'hésite un peu sur l'affaire Maguire avec l'équipe d'Angleterre. Bon, ça aussi, c'est à voir un peu. Mais j'avoue que oui, il y a quelques garçons qui, à mon avis, avaient leur place dans ce 11 type. Maintenant, oui, il y a des garçons qui sont là, qui sont très, très bons, notamment le jeune Bellingham, milieu de terrain de Dortmund de l'équipe d'Angleterre. C'est l'une des révélations de cette Coupe du Monde. Il fait partie de la classe biberon de cette équipe de Three Lions. Mais quel joueur, quel récupérateur, quel travailleur dans le milieu de terrain. On attend de voir ce que ça va donner, son duel entre lui et Tchouaméni sur le match France-Angleterre très très bientôt. En tout cas, lui, il a hâte de disputer ce match-là. On va prendre l'avis également de Martial sur le 11, oui. Bon, moi, je pense que c'est un bon 11. Mais là, au milieu, j'aurais mis Rabiot. Adrien? Oui, parce que je crois que ce joueur-là, aujourd'hui, constitue l'une des forces offensives de la France. Et depuis qu'il est là, il porte quand même cette équipe de France en dehors de Mbappé. Et je crois que pour le reste, bon, c'est bon parce que les joueurs qui sont là, Ramos, Mbappé, Messi, surtout le gardien Bounou, je crois que Maguire, on a dit qu'il n'était pas assez bon dans son club, mais depuis que le mondial a commencé, il faut dire qu'il est vraiment... le niveau est monté. Voilà, le niveau est monté. Donc, je crois que c'est eux qui ont marqué quand même certains matchs des huitièmes de finale. Donc, je pense que c'est un bon 11. Allez, sur l'information concernant le Sénégal, avec le président Macky Sall qui donne donc les primes prévues pour les quarts, même si l'équipe s'est arrêtée en huitième. Oui, mais je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, les politiques en Afrique qui financent le football. Donc, c'est tout à fait normal que le premier citoyen sénégalais, qui est très heureux parce que passer quand même... l'étape des phases de poule est arrivée en huitième de finale, même si on aurait espéré que le champion d'Afrique aille plus loin que ce qu'il a fait en 2002, mais malheureusement, avec beaucoup de joueurs qui étaient blessés, surtout l'âme de l'équipe, Mané qui n'était pas là. Donc je pense jouer les huitièmes de finale, ce n'est pas mauvais. Donc je pense que c'est une bonne action pour encourager les Lions à faire mieux. Surtout qu'il y a la CAN qui se rapproche. C'est ça, Juliette. C'est ça son discours en fait. Moi, je pense que on ne veut pas le dire, mais c'est clair, le football en Afrique devient de plus en plus un instrument politique. Ça veut dire que les élections approchent bientôt au Sénégal et on utilise, parce qu'on l'a fait, nous on l'a vécu, on utilise le football pour la cohésion, pour essayer de... Donc c'est cet aspect-là que moi je vois, parce que je ne vois pas pourquoi on va donner une prime de quart de finale que vous n'avez pas joué. D'accord. Mais elle avait été promise. Bon, c'est une promesse. Juliette, oui, mais ils ne sont pas arrivés en quart. C'est votre avis, je respecte votre avis, mais là franchement je suis obligé de vous mettre un carton jaune. Sur la question politique. Pourquoi? Oui, c'est ça, sur la question politique, restons... Non, je vais vous mettre un rouge, on ne discute pas. Ça va. Voilà, Roger. Mais par contre, moi c'était une promesse spéciale. Si vous êtes qualifié pour le quart, on vous donne telle somme. Ça n'a pas été fait. Bon, on encourage les garçons. Mais derrière, c'est son discours. Il dit garder la tête haute et rester concentré sur les échéances à venir
en commençant par la conservation de votre titre de champion. Et pourtant, la CAN a lieu chez nous bientôt. Donc, ça veut dire qu'il est en train de préparer cette équipe de Lyon à venir à la prochaine CAN et conserver son titre. Et c'est ça qui est l'élément le plus important. Parce que oui, il ne faut pas détruire cette équipe. C'est un très bon groupe. L'UCC fait du bon boulot. Ils sont partis de quoi? Vice-champion d'Afrique, 8e de finale de la Coupe du Monde. Oui, ce sont des éléments importants. Maintenant, il faut maintenir la dynamique. Et qui peut maintenir cette dynamique? Eh bien, c'est le chef de l'État. Donc, il fait très bien d'encourager les Lions de la Teranga. Jean-Philippe, Eden Hazard estime que la relève est prête, il raccroche tout simplement. Commentaire. Oui, ce mondial-là, c'est une compétition qui risque de signer le glas de beaucoup de grands joueurs. Gareth Bale est déjà parti, Eden Hazard qui vient de le suivre, peut-être Cristiano Ronaldo, ou Kazri. Oui. Müller, c'est vraiment la fin d'une époque. Je pense que pour Eden Hazard, il faut le dire, je ne vais pas parler de déclin, mais les problèmes avaient déjà débuté du côté du Real Madrid. Il faisait donc de ce mondial-là une compétition de relance pour démontrer qu'il avait encore les capacités de briller à un très haut niveau. Mais là, partir sur une si mauvaise note, pour moi, ce n'est pas du tout le meilleur signal qu'il aurait pu emmener pour tout ce qu'il a fait en tant que footballeur. C'est vrai que cette année, dans cette équipe belge, il était un tout petit peu poussé sur le banc par un jeune qui monte en puissance, Trossard. Et il a décidé de mettre un terme à sa carrière. Bon, on va essayer de garder que de très bons souvenirs du Eden Hazard fantastique qu'on a connu surtout à Lille et à Chelsea. Et en espérant qu'au niveau de son club, le Real Madrid, où il est en train de vivre pratiquement sa dernière saison, sur la deuxième phase, il puisse véritablement exploser. En tout cas, le nom Hazard va encore demeurer en sélection parce que son petit frère, Thorgan Hazard, est bien présent. Sur la fin, c'est un peu une déception quand même avec Eden Hazard. Il avait été tellement bon à Lille, tellement bon à Chelsea. Quand il arrive au Real, on pense qu'il va franchir un palier, mais ce n'a pas été le cas. Est-ce qu'il a vraiment bien géré sa fin de carrière? Parce qu'il n'a que 31 ans. Il n'a que 31 ans, il prend sa retraite internationale. Sur un échec par rapport à la Coupe du Monde, il fait partie de la génération dorée de cette équipe de Belgique, avec Courtois, De Bruyne, etc., etc. Compagnie qui est partie à la retraite il y a longtemps. Ils n'ont quasiment rien gagné, on retient ça. On l'avait tous vu un peu venir comme étant l'héritier de Messi et Ronaldo. Mais après ça, il n'a pas pu. Il n'a pas tenu son rang. Aujourd'hui, on parle de jeunes garçons comme Alan Mbappé et autres. C'est un peu dommage, mais quel joueur il a été. Maintenant, il part comme ça. Est-ce que c'était le moment vraiment, après une telle Coupe du Monde? C'est vrai qu'on l'a cité aussi sur les bruits de couloir par rapport à la crise interne qu'il y avait dans cette équipe des Diables Rouges avec la dernière campagne. Est-ce que c'est ça qui le fait partie? Parce que certains de ses coéquipiers l'ont accusé sur une déclaration qu'il a faite, etc., etc. C'est ça qui le fait partie. Mais en tout cas, à mon regret, Eden Hazard, il finit un peu mal. Lui qui avait été un vrai génie, mais c'est un peu dommage. 31 ans, je pense qu'il pourrait encore apporter un petit quelque chose à la sélection. D'ailleurs, bon, d'accord. Merci. Martial. Bon, moi, je pense que c'est triste que de voir un si grand footballeur partir sans réellement gagner quelque chose. Bon, il y a quelques temps, il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Et bon, c'est lui qui a ses muscles, c'est lui qui connaît son corps. Il pense qu'il arrive au bout, il veut céder la place. Il a dit clairement qu'il y a de la relève au sein de cette équipe de Belgique. Donc, je crois que... Il préfère laisser la place. Oui, c'est bon. D'accord. Je pense que bonne suite à lui et puis bon, voilà. Qatar 2022 au quotidien, nous sommes de plein pied dans cette rubrique. Et on va passer sans plus tarder au fait du jour. La Coupe du Monde 2022 est entrée dans sa dernière ligne droite. Au terme des huitièmes de finale, 56 matchs ont été disputés. De nombreux enseignements sont à tirer, tout simplement. Oui, on revient là-dessus. Et on n'oublie pas notre question fil rouge, notre question LGT. Mondial 2022, les pays africains ont-ils eu raison de faire confiance aux techniciens nationaux? Eh bien, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. On espère qu'on aura le maximum d'avis, le maximum de réactions. Donc on ouvre le téléphone maintenant, tout simplement. Oui, vous pouvez nous appeler. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, Martial, 2,6 buts par match. Cette moyenne montre-t-elle que nous assistons à un mondial offensif et spectaculaire, vous pensez? Oui, tout à fait. Parce que quand on voit le nombre de buts marqués lors de ces matchs de huitième de finale, je crois 28 buts au total, c'est quand même un festival offensif. Donc je crois que c'est bon. Les attaques
prennent le pas sur les défenses. Donc je crois que, oui, on a vu de nombreux buts. Vraiment des matchs où il y a eu de nombreux buts. Donc je crois que c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour le football. Et donc je crois que c'est une bonne chose. Roger, est-ce qu'il y avait mieux je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Dans l'histoire, oui. Je ne sais pas, je ne peux pas regarder les chiffres. Allez, ce n'est pas une colle. Oui, dans ce sens-là, je ne peux pas regarder les chiffres dans ce sens-là. Mais cette Coupe du Monde, elle est vraiment belle. Hein. On a vu de très belles équipes. Les plus puissantes, certaines ont dessus, notamment la Belgique et l'Allemagne, sorties très tôt dans la compétition. Et puis on a vu de sympathiques équipes, j'ai envie de sortir un peu de nulle part, et puis créer la surprise, notamment le Japon et la Corée du Sud. Et puis nous, les Africains, on a fait le spectacle. Hein. Tous les gros matchs à sensation, c'était quasiment les matchs des Africains. Ghana-Portugal, le fameux 3-2. Ghana-Corée du Sud, c'était intéressant. Cameroun-Brésil, c'était intéressant, etc., etc. Sénégal, etc., etc. Donc oui, c'était une très belle CAN. Le jeu n'était pas fermé. Il y a eu du football. Un très beau mondial où c'était sur les Africains. Une très belle Coupe du Monde. Le jeu n'est pas fermé. Et le jeu offensif est privilégié. Ça marque beaucoup. Il y a de très beaux attaquants. Au milieu du terrain, on construit énormément. On sent le ballon qui roule, qui circule. Quelles que soient les équipes, quelle que soit l'adversité, chacun a joué un peu sur ses valeurs. Ceux qui ont la capacité de contrôler le ballon l'ont contrôlé. Ceux qui ont joué en contre ont joué en contre. Ouais. Ceux qui ont joué défensivement pour contrer l'adversaire l'ont fait. Il y a eu un peu de tout dans cette Coupe du Monde. Sur cette première phase, en tout cas, on n'a pas été déçus. Moi, j'ai vraiment aimé le spectacle. De façon générale, cette Coupe du Monde 2022 est très bien partie. Et les huitièmes de finale également n'ont pas déçu. On espère que sur les quarts de finale, on aura aussi un aussi beau spectacle que ce qu'on a déjà vu depuis le début de la compétition. En tout cas, si vous nous suivez, vous l'aurez certainement compris, on se fait un mini-bilan, un petit bilan de ce qui s'est passé depuis le début de cette compétition. Allez, Juliette, pour vous, qu'est-ce qui explique l'efficacité de l'Angleterre et du Portugal? Angleterre, je dirais la fraîcheur des joueurs, la puissance. Le Portugal, je dirais aussi la fraîcheur des joueurs, parce que moi je trouve que le Portugal sans Cristiano Ronaldo, c'était magnifique, parce que les débuts de match, c'était un peu compliqué. J'avais l'impression qu'ils ne vont pas aller plus loin que ça, parce que on avait du mal à marquer. Là, j'ai vu un jeu du Portugal fluide, rapide, très beau. Avec sans Ronaldo. Ouais, ben oui, pourtant je suis fan de Cristiano Ronaldo, hein, sauf que les faits sont les faits. C'était un festival de buts. J'ai eu l'impression de revoir le Portugal, le grand Portugal d'avant. Donc, moi, je pense que Brésil aussi, franchement, avec le Brésil, c'est la fiesta. Ça veut dire qu'on assiste à un football qui est... je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est beau. La samba. Voilà, la samba. C'est beau, c'est propre. Non, franchement... Nickel. D'accord. Allez, vu que Juliette a touché le Portugal, et moi aussi d'ailleurs, on aura un plus calé spécial Portugal avant la fin de cette émission. Voilà. Je sais que vous êtes en plateau, vous n'avez pas le temps de bosser et tout ça, et c'est bien. Jean-Philippe, avec vous, on va partir sur les individualités, notamment Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Marcus Rashford ou encore Richard Liston. Est-ce que là, nous assistons à une éclosion d'une nouvelle race de buteurs? Non, même pas une éclosion d'une nouvelle race de buteurs, c'est un passage de flambeau. Une transition. Voilà, une transition qui est claire. Kylian Mbappé, normalement, cette transition aurait dû débuter il y a pratiquement 2 ans de cela. On a eu la résistance de ceux aujourd'hui qui sont causés comme des papis du football, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et pour cette Coupe du Monde, je pense que c'est définitif. Il n'y aura plus de possibilité pour ces derniers-là de pouvoir encore truster sûrement les premières places. Avec ce que Kylian est en train de montrer dans cette Coupe du Monde. À seulement 24 ans, il est déjà à 9 buts dans cette compétition. Il est parti sur des bases assez stratosphériques. C'est vrai que je ne mettrai pas une pièce sur sa capacité à pouvoir battre le record absolu de buts inscrits en une compétition. Je crois qu'il est de 9 détenus par Juste Fontaine. 13. 9 ou 13. Juste Fontaine, 58, voilà, 13 buts. Merci. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il puisse atteindre ces 13 buts-là. Mais dans une compétition moderne, ce qu'il est en train de démontrer là, c'est déjà exceptionnel. Derrière lui, on a Cody Gakpo, qui est clairement une sensation. Je crois l'attaquant du PSV Eindhoven. Voilà, qui est aujourd'hui sollicité par les plus grands clubs. Manchester United même a déjà pris les devants pour essayer déjà de bloquer l'arrivée de ce garçon en remplacement de Cristiano Ronaldo. Il est vraiment phénoménal, il est très rapide. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est la consécration de la nouvelle race d'attaquants. Voilà, ces attaquants qui sont
qui sont très rapides, très puissants. Généralement, ces garçons ont eu pour idole Cristiano Ronaldo. Ils se sont inspirés de sa manière de jouer. Voilà. Et puis à cela, ils ont ajouté aussi la technique de Lionel Messi. Donc je pense que pour les années à venir, on risque de retrouver plus de Ronaldo R9. Voilà. Martial. Voilà. C'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est vrai, ce sont des révélations. Parce qu'on constate qu'il y a des révélations dans cette compétition, comme Gakpo et puis le jeune Portugais qui a marqué hier, Ramos. Ouais. Mais je pense qu'il faut attendre. Parce que la qualité des grands joueurs, c'est la constance. Parce que marquer 3 buts en un match, il faut attendre le prochain match pour voir si le joueur aura la même performance. Et s'il poursuit sur la même lancée, on dit oui, effectivement, il y a une étoile qui est en train de naître. Mais pour l'instant, je crois que c'est beau, c'est bien de voir que de jeunes loups sortent les griffes, pointent le nez, mais je crois qu'il faut attendre. Attendons de voir la fin de cette compétition. Tout le reste, sauf voilà. Kylian. Dans le Kylian Mbappé, il confirme quand même. Il a ça. Mbappé. Non, Kylian, lui, c'est vrai. Kylian, lui, ça, c'est tout à fait normal. C'est une confirmation. D'accord. Je dis oui, mais c'était plus ou moins prévisible quand même. Parce qu'on annonce tous la fin de Ronaldo et Messi. Maintenant, il y a une génération intermédiaire qui n'a pas pu le relais. De Bruyne, Hazard, Neymar. On attendait cette génération-là. Maintenant, on est arrivé à ceux de 22, 23 ans. Et là, vraiment, il y a de la qualité. Phil Foden. Il y a un qui est absent même. Ouais, Haaland qui est absent. Vous avez Foden, Saka, Bellingham, Ramos, Mbappé. Ceux-là, ils sont performants en club. Mais tous ces garçons sont extrêmement performants en club. Ils ont la confiance de leurs sélectionneurs. Et là, ils confirment l'avenir, c'est eux. Foden, il n'était pas titulaire sur le début de compétition. Toute l'Angleterre l'a réclamé. Il est là, il a pris la place de Sterling. Il confirme. Donc, oui, ces garçons ont été un peu préparés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu précoces. Ils éliminent une génération intermédiaire. Ils prennent le pouvoir. Mais dans les années à venir, je pense que comme Mbappé a brillé en 2018, il est en train de briller également en 2019. On espère, comme 2022, pardon. On espère, comme dit Martial, que ces garçons-là vont poursuivre sur les lancers et qu'après vont devenir des véritables. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on a cette tendance-là dans les grandes nations, en Occident, en Amérique du Sud et autres. Sauf qu'en Afrique, on n'a pas eu ce courage-là. Moi, j'en veux pour preuve, par exemple, la non-titularisation de Bamba Dieng. Parce qu'on s'est rendu compte que face à l'Angleterre, à la mi-temps, Aliou Cissé l'a fait rentrer. Oh, il aurait pu être titulaire parce que c'était le profil qu'il fallait pour le style de jeu qu'il avait décidé de mettre en place. Allez, le Maroc et la Tunisie ont la meilleure défense du tournoi avec un but encaissé. Juliette, est-ce la traduction d'une rigueur défensive ou plutôt un jeu où on ne veut vraiment pas se découvrir? C'est ça. Moi, je pense que Tunisie-Maroc, c'est beaucoup plus défendre, se protéger, ne pas prendre de risques. C'est tout. Et je trouve que ce style défensif, pas beau pour le football. C'est vrai qu'il faut défendre, mais il ne faut pas aussi trop défendre et ne pas jouer. Mais si ça permet d'avancer avec le Maroc? Ah, ça, c'est un autre sujet, parce que si on vient, le football, c'est la magie. Le football, c'est oser. Le football, c'est pas venir défendre et puis rien ne sort. Ok. Jean-Philippe? Moi, je dis souvent, le football, il est avant tout un sport qui demande une approche tactique en fonction de ce que l'adversaire va proposer. Là, il faut qu'on soit clair là-dessus. On joue en fonction de ses moyens. Le problème des Africains, depuis qu'ils ont commencé à participer à la Coupe du Monde, c'est qu'on avait beaucoup mis les émotions avant la raison quand on se retrouvait sur un terrain. Et dans cette Coupe du Monde, il y a un aspect qui est vraiment ressorti. Vous avez des nations, quand on les voyait jouer dans leurs compétitions domestiques, c'est-à-dire les compétitions continentales ou en match, en rencontre amicale, proposer un autre style de football qu'on voit pendant cette Coupe du Monde. C'est de là qu'on parle de football de compétition. Et c'est ce que les Marocains ont compris. Par exemple, les Tunisiens, à part Wabi Kazri, comme il a dit lui-même, il y avait beaucoup de jeunes, ils n'ont sûrement pas pu rentrer dans ce moule. Mais les Marocains, ils ont compris. Tout à l'heure, on a suivi l'entraîneur et les propos du coach Regragui. Il a dit, je mets en place un système de jeu en fonction de nos objectifs, en fonction de nos adversaires. Et il faut que tout le monde y adhère. Je connais les forces de mon équipe qui sont sur les côtés. Maintenant, comment je permets à mes côtés d'avoir de la liberté? C'est en densifiant mon milieu de terrain. Voici un entraîneur qui a compris ce que c'est que le football de compétition. Et c'est ce que j'ai reproché à Aliou Cissé du côté du Sénégal. Quand on a vu la défaite du Sénégal face à l'Angleterre, ils ont pris 3 buts sur 3 contre-attaques. À chaque fois, ils se sont fait aspirer par l'adversaire qui a trouvé de l'espace dans le dos pour lancer les ailiers sans en retrait but. Voilà le problème avec le Sénégal. Sinon, si le Sénégal avait
bétonner comme nous avons commencé en début de rencontre, où il s'est créé des occasions comme le Maroc, si c'était resté sur cette base, je pense qu'on aurait eu un tout autre match. Et moi, je félicite le Maroc pour cette approche. Et je veux que chaque pays africain comprenne cela. Quand on s'en va en Coupe du Monde, il y a des propos qui viennent des observateurs des autres nations qui vont toujours nous dire « Oh, ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont été joueurs, ils ont proposé un bon jeu, ils ont proposé un beau jeu. » Tout ça, pour nous, excusez-moi le terme, mais pour nous blaguer, pour qu'on ouvre derrière, pour prendre des buts. Non, non, non. Dorénavant, on va en Coupe du Monde. Il faut compter sur nos forces et il faut également regarder nos faiblesses. On bétonne, on avance petit à petit par bloc. On a l'opportunité, on marque. On n'a pas l'opportunité d'entendre les tirs au but. Et puis, bon, on avance. Félicitations au Maroc. Si le Maroc avait un bon avant-centre. Mais voilà. Mais c'est ce que je dis. Donc, on va en compétition avec un bon avant-centre et on se dit, on va faire. Voilà. Ça veut dire que si vous regardez les résultats qu'on a sur le continent africain. Ok. Donc, je vous lance en même temps. Vous allez poursuivre. Je vous lance en même temps. Vous finissez assez rapidement et on va essayer ensemble de dresser un bilan tout simplement par confédération. D'accord. Si c'est possible. Alors, sur Maroc-Tunisie, ces deux pays-là savent gérer un match de football. Ils ont cette culture. Sur la première sortie du Ghana, le Ghana joue bien, mais il perd son premier match face à la Hollande. Le Cameroun joue bien, mais le Cameroun perd son premier match. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Les Tunisiens et les Marocains n'ont pas fait dans l'émotion, ils n'ont pas fait dans l'euphorie, et ils avaient une discipline tactique. Au football, vous jouez avec vos moyens et en fonction de vos adversaires. Vous ne jouez pas le Real de Madrid comme vous jouez Saint-Etienne. Et vous jouez avec les moyens que vous avez. Les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont regroupés derrière, ils laissent le ballon, la possession de balle à l'adversaire. C'est des samouraïs, ils font des sorties rapides, marquent des buts, ils reviennent. Mais c'est ça qui marche. Donc, Marocains et Tunisiens nous ont donné une belle leçon. Et c'est comme ça qu'on doit jouer au football quand on a certains joueurs. Maintenant, sur le bilan général, bon, écoutez, on l'a déjà dit, le bilan est bon. Le bilan est bon. Pour l'instant, l'Afrique se comporte assez bien. On a placé 2 équipes en 8e de finale sur 5, c'est pas mal. On a placé une équipe en quart de finale sur 5, c'est pas mal. Les Européens sont les premiers, ils ont placé 5 sur 13. Derrière, il y a les Sud-Américains qui sont 2e. Ils ont placé 2 équipes sur 5. Maintenant, après, il y a les autres confédérations qui ont complètement disparu. L'Amérique centrale du Nord, aucune équipe. L'Océanie, aucune équipe, etc. Donc oui, dans l'ensemble, on retrouve une configuration qui existe depuis longtemps. Okay. La domination européenne, derrière les Sud-Américains, un peu d'Africains, et puis pour le reste, les autres qui sont un peu venus accompagner les autres dans cette compétition. Vous faites le même bilan? Oui, pratiquement, c'est assez clair. L'Europe avec 13 représentants, ils ont placé 5 en quart de finale. L'Afrique, avec 5 représentants, ils ont placé un seul en quart de finale. L'Amérique du Sud, avec 4 représentants, ils ont placé 2. Et l'Amérique du Nord et centrale, avec 4 représentants, ils ont placé 0. Et puis, la zone Asie, qui avait 6 représentants, a placé 0. Donc, il y a 2 continents qui sont absents au niveau de ces quarts de finale. D'accord. Mondial 2022, les pays africains ont-ils eu raison de faire confiance aux techniciens nationaux? On va revenir là-dessus, vu que c'est de ça qu'on parle maintenant. Je profite pour ouvrir encore une fois le téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Ici encore, si on devait dresser un bilan, Jean-Philippe Ouria, par rapport à ça, oui, le nombre de pays, déjà 5, et tous les pays sont repartis avec des sélectionneurs locaux. Oui, c'est déjà un premier point, c'est un fait historique. Et pour la première fois que l'Afrique a eu confiance en les sélectionneurs locaux pour aller à une Coupe du Monde, je pense que l'Afrique a réalisé ses meilleurs résultats sportifs. Parce qu'aucune de ces 5 nations africaines n'est sortie avec 0 point de sa poule. Voilà, à part la Tunisie qui n'a pas pu comptabiliser une victoire, les 4 autres ont pu remporter au moins un match. Et c'est déjà une excellente chose. Et ces équipes ont proposé quand même un football qui n'était pas du tout ridicule. Voilà, comme l'a si bien dit tout à l'heure Roger Stéphane, il y a eu beaucoup de rencontres assez chaudes qui ont concerné donc ces équipes africaines. Et ça démontre qu'aujourd'hui, nous avons atteint une certaine maturité tactique et que nous avons des techniciens capables, locaux capables de pouvoir emmener nos équipes nationales. Je pense que ça doit faire plus qu'une tâche d'huile. Ça doit pratiquement être institutionnalisé chez nous, pour qu'on puisse maintenant confier nos sélections à des entraîneurs locaux pour ce genre de grandes compétitions. D'accord. Ici en plateau, on en parle, mais on vous proposera un micro-trottoir dans pas longtemps. Dans pas longtemps, nous allons vous proposer un micro-trottoir réalisé par nos équipes, toujours sur notre même question. Et on va utiliser les ardoises. Jean-Philippe, vraiment, on est allé un tout petit peu plus vite, donc je sais que c'est un oui. Mais Juliette, utiliser les ardoises, Martial, Roger Stéphane.
Vous répondez à la question LGT. Mondial 2022, les pays africains ont-ils eu raison de faire confiance aux techniciens nationaux? Martial? Ardoise? Oui. Roger Stéphane? Oui. Oui pour Juliette, oui pour Jean-Philippe, je l'ai deviné. Mais vous n'allez pas nous faire dire non quand même. Allez-y. Oui, parce que ça aurait pu être négatif. Pourquoi un oui? Oui, ben déjà, c'est historique que l'Afrique, dans un mondial, place 2 représentants en 8e de finale. Donc, c'est avec des entraîneurs locaux que l'Afrique arrive à placer 2 équipes en 8e de finale. De plus, l'Afrique, le Maroc termine premier de sa poule avec 7 points. Et ça, ce n'était pas arrivé. Le Nigeria l'a fait avant le Maroc, mais avec 6 points. Donc, je crois que pour ce qu'on a vu, surtout au niveau de l'animation du jeu, et les équipes africaines n'ont pas été ridicules. Elles ont rivalisé, elles ont même battu certaines meilleures nations. On a vu la Tunisie battre la France, même si on dit que c'est l'équipe B. Et on a vu le Cameroun battre le Brésil, même si c'est l'équipe B. Mais c'est quand même les joueurs qui ont été retenus dans l'effectif. Parce que chaque pays a 26 joueurs. Donc les joueurs qui ont joué face à la Tunisie et au Cameroun viennent de ces 26 joueurs-là. Ils ne sont pas allés les chercher dans un marché. Voilà. Donc je crois que l'Afrique, vraiment, pour ce mondial-là, a montré de réelles qualités. Et il y a une progression. D'accord. Vous pouvez toujours nous appeler plus 225 27 21 59 93 99. Mondial 2022, les pays africains ont-ils eu raison de faire confiance aux techniciens nationaux? Appelez-nous, appelez-nous, appelez-nous pour réagir. Allez-y. Oui, mais j'ai mis oui, évidemment, parce que les faits le démontrent. Bon, maintenant, sur les quelques succès, il faut rappeler quand même que par le passé, en Coupe du Monde, l'Afrique, certaines sélections africaines ont déjà gagné des grandes nations. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qu'a réalisé le Maroc, le Cameroun, etc., ça a été déjà fait par le passé. Par contre, il y a une drôle de coïncidence cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on se retrouve avec 5 nations et 5 entraîneurs locaux. Je ne sais vraiment pas. Est-ce que c'est un message qui est envoyé au continent africain? Parce que Ado était là pour le Ghana, Song pour le Cameroun, Aliou Cissé pour le Sénégal, Regragui pour le Maroc. Et puis le moins connu, c'est, comment il s'appelle, le Kadri, pour la Tunisie. Ils étaient là. Maintenant, sur les faits, vous avez 2 qui sont rentrés dans l'histoire. Aliou Cissé et Regragui, qui sont les 2 premiers sélectionneurs africains qui ont réussi à placer des sélections africaines en 8e de finale du Coupe du Monde. Par le passé, c'était réalisé par les entraîneurs expatriés. Notamment, ça a été fait avec le Nigeria, ça a été fait avec le Cameroun, etc., mais avec des entraîneurs expatriés. Et puis, le grand succès aujourd'hui, c'est Regragui, qui est le premier sélectionneur africain qui qualifie une équipe africaine pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Ces 2 éléments seulement montrent que, oui, clairement, on a eu tout à fait raison, les fédérations ont eu tout à fait raison de faire confiance à ces techniciens locaux. Et quand vous écoutez le discours de Regragui qu'on a écouté tout à l'heure, il dit que je savais que c'était un challenge fou, mais ils ont parfaitement conscience de l'enjeu de l'événement. Il dit, j'ai passé du temps avec les joueurs, mais ils connaissent la réalité des joueurs qu'il a sous la main. On a échangé, j'ai insisté sur l'état d'esprit, j'étais proche des joueurs comme un ami, comme un père, etc., etc. Donc ça veut dire que nos sélectionneurs africains, oui, ils ont atteint le niveau de ceux qu'on a toujours considérés comme de grands mécènes, de grands experts, mais qui finalement n'ont rien apporté. Je rappelle quand même que nous, en 2010, on a eu le grand Sven-Göran Eriksson. En 2010, à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais on n'a pas passé le premier tour. Et pourtant, on avait une génération exceptionnelle, faite de Maestro, Yaya, Drogba, pour ne citer que cela. On n'a pas passé le cap du premier tour. Mais ces jeunes sélectionneurs africains ont réussi quelque chose de magnifique. Et ça montre bien que d'un point de vue technique, qualité du travail des entraîneurs africains, oui, on a de la qualité. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Sur la page Facebook de la 3, Mermoz Achille Ti a écrit ceci. Oui, je pense bien, les nationaux sont mieux pour nous, les Africains. Les expatriés ne font pas de bon boulot avec nous, les Africains. Sérieux, l'objectif, c'est se remplir les poches, Juliette. Moi, je pense que les sélections africaines ont commencé à respecter leurs anciens joueurs, leur donnant la responsabilité de nos équipes fagnon. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Avant, les joueurs ne respectaient que les entraîneurs venus d'ailleurs. Ça veut dire qu'on disait qu'ils respectent les Blancs plus que...
ils sont les seuls à pouvoir les contenir et tout et tout. On voit aujourd'hui que les joueurs actuellement respectent les entraîneurs nationaux. Et comme Roger Stéphane l'a dit, les résultats sont bons. Nous, on est passé de l'Allemagne, Portugal et tout et tout. On n'a jamais eu autant de bons résultats qu'on a eu avec Rigobert Song. 4 buts marqués, on sortait avec 0 but ou 1 but marqué, 0 point. Bon, je pense qu'ils ont bien fait de leur faire confiance. Il faut qu'on leur donne du temps. Parce que voilà, parce que les Africains aussi ont un problème. Ils sont impatients. Il faut qu'on leur donne le temps de travailler avec leurs équipes et tout ça. Et peut-être qu'on aura un meilleur résultat plus tard. Dans l'avenir. Moi, je dis que c'est lié aussi à la sociologie. Hein. C'est-à-dire que, regardez un peu les entraîneurs qu'on a mis à la tête de ces sélections. Ils sont contemporains, comme on appelle, pour ne pas dire les athlètes, sont contemporains quand même de ces sélectionneurs. Tous ceux qui sont sur le terrain, les sélectionnés, par exemple, camerounais, ils ont tous vu Rigobert Song jouer. Tout à fait. Même si aujourd'hui, on sent dans le physique que l'homme a été vraiment touché par la maladie, mais ils savent qu'il y a Rigobert Song. Donc, quand on regarde ces joueurs-là et qu'ils leur parlent, c'est un sens. Parce qu'ils l'ont vu, ils savent ce qu'il a accompli. Mais s'il y avait eu ce long décalage, on partait prendre un entraîneur qui a évolué dans les années 40 pour venir entraîner ces jeunes, ils ne connaissent pas cet entraîneur, il y a là encore ce conflit générationnel. Donc on a compris comment ça marchait un peu avec les Occidentaux et on essaie d'appliquer ça. On prend un entraîneur quand même qui est un peu proche de cette génération, qui comprend la génération qui va avec elle. Et le deuxième aspect, c'est que si on analyse très bien, on se rend compte qu'il y a la récession économique qui est passée par là. Parce que les entraîneurs expatriés coûtent beaucoup plus cher que les locaux. Donc, on essaie de faire des économies. Et en essayant de faire des économies, on a vu ce que ça a produit. Donc, je pense que ça a fait tache d'huile. Et il est évident que dans quelques années, comme le disait Claude Leroy, comptons peut-être sur 3 ou 4 cannes, la tendance va s'inverser. On aura plus des entraîneurs que d'expatriés. Merci beaucoup. Saluer Kolo Touré. Ah, c'est rapide. Ça va, c'est fait, c'est fait. Bonsoir Kolo Touré. C'est fait. Allez, la rédaction vous propose le bilan des sélectionneurs africains, naturellement, à ce mondial Qatar 2022. Voici l'élément. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est entré dans l'histoire de la Coupe du Monde en devenant le premier technicien local à atteindre le stade des quarts de finale avec une équipe africaine. Les 3 qui ont réussi cette performance avant lui étaient des Européens. Le cas de Walid Regragui tend à crédibiliser le choix des dirigeants fédéraux africains à confier les rênes des staffs techniques à des entraîneurs nationaux. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, toutes les sélections du continent ont été conduites par des techniciens locaux. Dans l'ensemble, ils n'ont pas déçu. Ainsi, Walid Regragui permet au Maroc de jouer le premier quart de finale de son histoire. Quant au Sénégal, Aliou Cissé, après avoir permis à son pays de remporter sa première CAN en début d'année, il a conduit les Lions de la Teranga en 8e de finale au Qatar, alors que l'équipe n'avait pu franchir la phase de poule en 2018. Bien qu'éliminé au premier tour, le Cameroun, sous la conduite de Rigobert Song, a mis fin à une série noire de 8 défaites consécutives en Coupe du Monde, enregistrant au passage une victoire de prestige devant le Brésil. Une première pour un pays africain dans cette compétition. C'est également le cas de la Tunisie et son sélectionneur Jalel Kadri, qui ont pu finir meilleure défense du tournoi et venir à bout de la France, championne du monde en titre, même si cela n'a pas suffi pour passer le cap des poules. En ce qui concerne le Ghana et son sélectionneur Otto Addo, ils ont pu sauver l'honneur en battant une équipe de Corée du Sud très accrocheuse. Au total, en 17 matchs, les pays africains ont enregistré 7 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Voilà, entre-temps, on vous propose à présent la réaction des Ivoiriens, tout simplement concernant notre question LGT. Voici ce que ça donne. Nous avons le droit de faire confiance aux techniciens africains, dans la mesure où je pense que c'est eux qui ont plus de connaissances par rapport à notre football local. Et il y a plusieurs exemples qui justifient mes propos, tels que l'entraîneur François Jaoui, qui allait jusqu'en finale avec la Côte d'Ivoire sans même encaisser de but. Il y a aussi Aliou Cissé avec le Sénégal, dont il a remporté la CAN. Et il a fait aussi une très belle Coupe du Monde. Donc je pense bien que nous devons faire confiance aux sélectionneurs africains, puisque je pense bien qu'ils connaissent bien le football africain. Je dis oui, dans la mesure où les équipes nationales devraient se concentrer sur la technicité et les différentes méthodes que les entraîneurs
appliquent sur le terrain. Les joueurs locaux peuvent faire confiance à leur entraîneur, à leur technicien local parce que les techniciens locaux, même eux-mêmes, ils sont concernés que s'ils perdent un match, ils ressentent même la douleur même de leurs compatriotes. Voilà, c'est le cas de Song du Cameroun aussi qui vient de perdre leur match, qui vient d'être éliminé lors de la Coupe du Monde. Par contre, ceux qui viennent de l'étranger, vraiment, ils ne connaissent pas bien le terrain et ils ne peuvent pas maîtriser tout ce qui est comme les aspects du football local. Donc, ils pensent très bien qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux. Un entraîneur, qu'ils soient nationaux ou pas, on lui demande juste de faire avancer l'équipe et de faire gagner les matchs. Et si les nationaux et qui fait gagner les matchs, et qui ne sont pas nationaux fait gagner les matchs, l'essentiel c'est la victoire, en fait. Si un entraîneur local comme Zahu est bien, il faut l'envoyer. Mais si un entraîneur blanc qui est jardinier comme ce qui se passe au campus, il faut le jeter très loin. Nous avons besoin de résultats. Voilà, nous sommes dans une obligation de résultats pour les pays africains. Nous ne sommes plus pour venir regarder. Nous avons eu des Drogba, des Samuel Eto'o. En son temps, nous avons eu les Kalusha Boualia. Nous avons eu assez de bons joueurs. Maintenant, c'est de prendre la Coupe du Monde qui importe. Monsieur Soumaoro nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Soumaoro. On l'a encore perdu, décidément, hein, mais ne vous découragez pas, insistez, insistez, insistez. Mondial 2022, les pays africains ont-ils eu raison de faire confiance aux techniciens nationaux? Nous avons pu avoir deux techniciens ivoiriens, Kone Yaya du Bafing, Kae Oulaï, ex-DTN adjoint, et monsieur Kone Abaka, président délégué Managers. Voici leur avis sur notre question LGT, c'est dans cet audio. J'ai trouvé cette Coupe du Monde d'un excellent niveau parce que vraiment les matchs ont été âprement et véritablement disputés. On a vu des nations moins nanties battre des nations plus huppées. On a vu ce match du Cameroun face au Brésil, ce but du Dabouaka qui a fait lever tout un continent. En ce qui concerne le choix des pays africains sur les sélectionneurs africains, moi je pense que c'est salutaire, c'est même à encourager. Voilà, je pense que ils sont accrédités, je le dirais plus ou moins, d'un excellent travail parce qu'aujourd'hui on voit cette équipe du Maroc qui a tenu tête à l'une des meilleures équipes du monde qui est l'Espagne. Que pourront-on encore dire? Je dirais que les États africains ont vu juste de faire confiance aux techniciens africains. Et je pense qu'il faut renouveler ces expériences-là. Il faut continuer de faire confiance aux techniciens africains. Quand je prends aujourd'hui Walid Regragui du Maroc qui disait comme ça en conférence de presse qu'il a une équipe extraordinaire, qu'il a des jeux extraordinaires, c'est dit la profondeur, c'est prendre toute la mesure qu'aujourd'hui que les techniciens africains peuvent tenir tête même aux grands techniciens européens. Le niveau général de la Coupe du Monde est très bon, à part 1 ou 2, 3 matchs qui ont été un peu ennuyeux, mais en général le niveau est assez bon. Pour ce qui est des pays africains, je pense que j'ai été surpris par la pratique des joueurs africains parce que là ils ont joué sans complexe, ils ont joué sur leurs vraies valeurs et aujourd'hui on sent qu'il n'y a plus de complexe là entre les équipes africaines et puis les équipes européennes. La preuve, le Cameroun a battu le Brésil, même si on dit c'est l'équipe B, la Tunisie a battu la France, le Maroc a battu la Belgique et l'Espagne. Nos joueurs aujourd'hui n'ont plus ce complexe-là de pouvoir évoluer contre les joueurs européens. Pour ce qui est des entraîneurs locaux, je pense que l'entraîneur du Maroc nous donne l'exemple. Il faut faire confiance aux locaux pour qu'on mette les moyens à leur disposition et tout ce qui peut amener toute la logistique pour pouvoir obtenir de bons résultats. Pour ce qui a été donné de voir avant ces quarts de finale, nous pouvons dire que le niveau de cette Coupe du Monde est vraiment élevé. Nous avons vu de très beaux matchs, des matchs engagés techniquement, tactiquement, avec une certaine vitesse de jeu, et que ce soit des équipes de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques et tout ça. Ensemble, vraiment, on a vu déjà une belle Coupe du Monde. Aussi, il faut dire que les entraîneurs ont progressé tactiquement, et nous avons vu cela. Ces 5 équipes africaines ont présenté des entraîneurs nationaux et ils ont joué leur rôle dignement, et je pense que cela va enseigner d'autres équipes africaines à prendre pour entraîneurs des locaux qui feront les beaux jours nos équipes nationales. C'est pratiquement unanime, nous devons faire confiance à nos valeurs ici même. Allez, monsieur Lésia nous appelle de Yopougon. Bonsoir monsieur Lésia. Bonsoir monsieur JB. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, chez vous. Ça va, merci beaucoup. Je salue tous les autres sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Monsieur Lésia, quel est votre avis sur notre question LGT? Bien, je pense que c'est le moment que nous ouvrons les yeux, voilà, sur les entraîneurs locaux. Et on doit arrêter maintenant ce balai-là de
d'éliminer tous ces locaux-là à tout moment, ne pas leur donner la chance. Et aujourd'hui, les pays qui ont compris, voilà, ils sont en train de montrer des prouesses. C'est ce qui est très important. Quand vous regardez Aliou Cissé aujourd'hui, il a débuté avec une équipe. Et jusqu'à aujourd'hui, il est à la tête de l'équipe nationale. Or, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. On ne fait que défiler les entraîneurs qui n'ont même pas le temps de pouvoir étudier les joueurs et de former une équipe nationale. Donc ils ont eu raison tout simplement. Oui, ils sont d'accord. Ça dit, il faudrait que nous ayons des entraîneurs locaux. D'accord. Booster comme l'exemple a été en 92 avec Yo Martial. C'est ça. Il faut ça. Si on avait compris, on était resté, si nous étions restés jusqu'à là, aujourd'hui, peut-être que la génération Didier Drogba, peut-être nous étions à 3 à 4 étoiles aujourd'hui. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Lézia. Merci bien. Allez, comme M. Lézia, vous pouvez toujours nous appeler. Plus 225 27 21 59 93 99. Notre question LGT. Les pays africains ont-ils eu raison de faire confiance aux techniciens nationaux? Allez, Martial, avec vous, on va jeter un regard un tout petit peu sur la performance. On a vu un tout petit peu le bilan et autres et tout ça. Mais est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'inachevé? Même un tout petit sentiment? Bon, je ne crois pas, parce que quand tu prends l'équipe du Sénégal, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et surtout, le Sénégal sort parce que je crois que son entraîneur a manqué de culture tactique lors de ce match-là, des huitièmes de finale. Les Anglais l'ont dit clairement, publiquement, que le Sénégal avait des difficultés dans sa défense lorsqu'on envoyait les ballons dans la surface de réparation. Mais pourquoi Aliou Cissé n'a pas trouvé la parade pour empêcher les Anglais d'envoyer le ballon dans la surface de réparation? Donc voilà un peu quelques petits manquements, mais je pense qu'il n'y a pas de regret. 2 équipes en huitième de finale, et je crois que c'est bon à prendre, il ne faut pas cracher là-dessus. D'accord. Monsieur Atta nous appelle de Marcory. Monsieur Atta, vous êtes de retour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On s'est loupé il y a quelques instants. Exactement. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va aussi chez tous les panélistes, j'espère. Ça va, enfin... Ça va, bien. Ça va, tranquille, tranquille. Monsieur Atta, c'est à vous de jouer. Ok, je crois que c'est une très bonne idée d'investir sur les nationaux pour accompagner les équipes. Déjà, je crois qu'une équipe nationale, au-delà de l'aspect compétition, c'est une institution de la République. C'est une institution de la République et quand elle se déplace, on voit tout l'engouement qu'il y a, tout le pays est derrière l'équipe. Je me dis que pour avoir peut-être des entraîneurs qui viennent d'ailleurs avec leur expérience, c'est lorsqu'on n'a pas vraiment d'expérience comme le Qatar. Vous voyez qu'ils ont un grand projet sportif, alors ils prennent des étrangers pour venir former leurs athlètes. Mais vous allez voir que 10 ans, 15 ans plus tard, ce ne sont plus les étrangers qui vont former les Qatariens, mais c'est des propres locaux qui vont former parce qu'ils ont acquis l'expérience. Une grande nation de football comme la Côte d'Ivoire, depuis on en parle, on ne prend que des gens à l'extérieur pour venir former nos athlètes. Pourtant, on a la matière grise ici. On a les infrastructures, on a le personnel, on a tout ça. L'État ferait mieux vraiment de faire un appel d'offres pour prendre des locaux pour former nos joueurs, pour les accompagner. Il y a encore du patriotisme qui va derrière. Parce que quand les gens viennent d'ailleurs, c'est un business. Lui est venu chercher son argent, il finit et il part. Mais quand tu es du pays et que tu entraînes l'équipe, tu as non seulement 2 missions, c'est vrai qu'il y a ton salaire, mais il y a encore le pays qui est le plus important. Merci beaucoup, monsieur Atta. Merci. Voilà. Roger Stéphane, sur la question posée à Martial tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir des regrets? Oui, moi j'ai des regrets. J'ai des regrets sur la façon dont les équipes africaines gèrent les compétitions et gèrent les matchs. C'est ça mon regret. Je pense que si on avait... on faisait moins preuve d'émotion, si on n'était pas beaucoup plus euphorique et qu'on avait une véritable discipline tactique, on serait allé un peu plus loin avec beaucoup plus d'équipes dans la compétition. Vous savez, vous prenez la poule du Cameroun. Le Cameroun gagne le Brésil quand même. Mais le Cameroun, avant le Brésil, fait 2 mauvais résultats contre la Suisse et contre la Serbie. C'est inadmissible. Quand vous avez votre poule, vous vous dites, dans cette poule-là, ces 2 adversaires-là, ils ne me battent pas. Celui-là, je négocie. Donc, on ne peut pas faire de mauvais résultats devant Serbie et Suisse et puis venir gagner le Brésil. C'est une mauvaise gestion d'une poule.
tout simplement. Le Ghana, vous jouez l'Uruguay, dernier match, vous avez un penalty, vous le manquez, derrière vous perdez 2-0. Donc, je dis, les Africains, à mon avis, n'ont pas encore bien compris comment on gère un match et une compétition. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'émotion, d'euphorie, on va un peu dans tous les sens. Si on corrige ça, oui, on peut aller très... Et moi, j'ai des regrets. Maintenant, le Sénégal, oui, l'Angleterre était peut-être un peu plus forte, parce qu'une équipe anglaise, aujourd'hui, elle est bien en forme avec de très bons joueurs, de très bons garçons. Est-ce que les Sénégalais pouvaient vraiment aller titiller cette équipe anglaise? Je ne sais pas trop, mais déjà 8e de finale, c'est bien. Et puis, heureusement qu'on a le Maroc, qui, heureusement, le Maroc joue comme les Européens. Le football marocain est très proche de la culture footballistique des Européens et le résultat est là. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Monsieur Diomandé nous appelle de Grand Bérébi. Bonsoir, monsieur Diomandé. Oula, on l'a perdu, malheureusement. Oula, il s'en est fallu pour que je puisse avoir monsieur Diomandé. Oula, est-ce que vous avez des regrets, vous, Juliette? En tout cas, par rapport au Cameroun, non. Je n'ai pas réellement de regrets parce que absents à la dernière Coupe du Monde, ils sont revenus et je pense qu'on est dans une reconstruction. On va dire ça comme ça. Moi, dès le départ, je savais que ça allait être compliqué parce qu'on a des jeunes qui jouent des matchs, mais qui n'ont jamais joué une compétition de Coupe du Monde. C'est autre chose aussi en termes de mental, en termes de gestion, comme Roger Stéphane a dit. Dès le premier match à l'entame contre la Suisse, tu sentais des amateurs parce que la première mi-temps était un peu contrôlée, la deuxième mi-temps était fantomatique. Ça veut dire qu'on avait l'impression que l'équipe avait disparu, il n'y avait rien. Je pense que c'est la gestion des émotions des jeunes joueurs, je crois. On va revenir avec le Maroc. Oui, la presse a montré, s'est montrée plutôt très élogieuse. J'y arrive après l'exploit des Lions de l'Atlas face à l'Espagne. On va vous montrer la revue de presse tout simplement. On regarde tous ensemble, on savoure. Oui. La presse marocaine s'est montrée très élogieuse à l'endroit des Lions de l'Atlas après leur qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est ainsi que le journal Aujourd'hui au Maroc ne cache pas son euphorie en titrant sur son site internet « Après la Croatie et la Belgique, les Lions de l'Atlas ont maté El Matador espagnol et passent en quart de finale de la Coupe du Monde ». Au suivant, quant au quotidien Le Matin dans un article intitulé « Après l'Espagne, les Lions orientent leur grille vers le Portugal », il écrit « Le Maroc qui avait perdu sur le plus petit des scores en Russie face au Portugal aura donc une seconde revanche à prendre samedi ». Le quotidien L'Opinion lui salue la performance de l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Regragui, premier sélectionneur africain, quart finaliste d'un mondial hors des limites du royaume chérifien. L'exploit des Lions de l'Atlas n'a pas laissé indifférent le quotidien français L'Équipe. Celui-ci consacre sa une à cette performance en titrant « Joyeux, joyeux ». En Espagne, la presse sportive s'est montrée sans pitié pour sa sélection. Pour le journal Mundo Deportivo, elle a pris un KO mondial. Le journal AS lui pointe du doigt le sélectionneur Luis Enrique en présentant une image très expressive, tandis que, pour Marca, la Rora n'a plus le niveau de la Coupe du Monde. Allô, monsieur Eric Kofi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, je suis heureux d'échanger avec vous. J'attends impatiemment votre avis sur notre question. C'est une bonne chose, mais moi, c'est pas parce que ça a marché l'autre côté que ça peut marcher partout. Hein. Ah ouais? Moi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, ça peut ne pas marcher en Côte d'Ivoire. Les pays où il y a beaucoup de binationaux, ça ne peut pas marcher. Oui, parce que c'est des remarques que j'ai faites. Les binationaux, quand ils viennent, bon, ils ne respectent pas trop les entraîneurs africains. C'est cette remarque que moi j'ai fait. L'autre côté, là-bas, il n'y a pas assez de binationaux. En Côte d'Ivoire, il y a trop de binationaux. Sur le visage qu'on a pu voir côté sénégalais, il y avait assez. Ouais. Toutes les équipes là, c'est oui, des binationaux. Aujourd'hui, même au Cameroun, au Maroc, c'est... Mais en Côte d'Ivoire... Ah, dites la Côte d'Ivoire peut-être. Et là encore, je ne vous le concède pas vraiment, mais bon... c'est parce que vous êtes loin, le carton jaune allait sortir. Mais il y a un point sur lequel je suis d'accord avec lui. Hein. D'accord, terminé. Bon, d'accord.
Mais il y a un point sur lequel je suis d'accord avec lui. Merci beaucoup, monsieur Eric Kofi. Parce que quand même, Camara a joué. Mais Zayu a réussi. Maintenant, à une certaine époque, c'est nous-mêmes on disait, comme on a de grands joueurs, il ne peut pas être entraîné par des entraîneurs locaux. Allons chercher de grands entraîneurs étrangers. Ailleurs, c'est une autre paire de manches. 10 ans après, le discours est en train de changer. Donc, il n'a pas tout à fait tort aussi. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Jeff Dadji Leteta, énormément raison. Il faut simplement faire le bilan de cette Coupe du Monde. Le dernier pays africain a eu 3 points. C'est son commentaire. Et c'est sur ça qu'on va passer au programme. Le programme des quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Jean-Philippe Auria, le vendredi 9 décembre 2022 à 15h, Croatie-Brésil, 19h, Pays-Bas-Argentine. Le samedi 10 décembre 2022 à 15h, Maroc-Portugal, 19h, Angleterre-France. Oui, ce sont quand même des rencontres de rêve. Hein. Moi, je le disais toujours dans cette Coupe du Monde, c'est vrai, on peut avoir des petites nations qui vont faire de très belles choses en match de poule, mais à la fin, on va retrouver que des grands au niveau du dernier tour. Et là, on a 8 Coupes du Monde, pour ne pas dire 8 Coupes du Monde, pas 8 champions, mais 8 Coupes du Monde représentant quart de finale. Il y a l'Angleterre qui a une Coupe du Monde, on a l'Argentine qui en a 2, on a le Brésil qui en a 5, et même, je n'avais pas compté la France qui en a 2, ça fait donc 10 Coupes du Monde remportées par ces différentes nations. On n'a que le Maroc, le Portugal, la Croatie, la Hollande, qui n'ont pas remporté le Coupe du Monde et qui vont se confronter quand même à des nations qui sont assez fortes. Là, à part le Maroc et peut-être la Croatie un degré moindre, malgré le fait qu'ils aient été vice-champions du monde, tous les autres étaient quasiment attendus à ce niveau de la compétition. Ça démontre quand même que cette Coupe du Monde-là, elle ressemble pratiquement à toutes les autres. Vous ne serez peut-être pas d'accord, enfin, vous n'êtes peut-être pas d'accord, je pense, avec certains propos de Jean-Philippe, je le dis juste comme ça, mais on va aller sur un principe, sur les affiches. Croatie, Brésil, sur qui vous mettez une pièce sans commentaire, Juliette? Brésil, bien sûr. Roger Stéphane. Brésil. Brésil. Martial. Brésil. Pays-Bas, Argentine. Pays-Bas. Pays-Bas. Je parierais sur l'Argentine. Argentine. Argentine. Argentine également. Maroc, Portugal, Jean-Philippe. C'est une colle. Discipline tactique, euphorie portugaise, efficacité offensive. C'est difficile à parier, mais je vais rester un peu très africain. Je vais souhaiter que le Maroc gagne. Le Maroc. Juliette, pareil. D'accord. Je supporte le Maroc. Le Maroc. Angleterre-France pour terminer. Ce match-là. La France, sans hésiter. La France, ok. Juliette? La France. Vraiment deux belles équipes. On aura un match fou sur les côtés. Saka, Foden, Mbappé et Dembélé. Merci beaucoup, Roger Stéphane. J'ai choisi la France. Les deux équipes ont pratiquement le même système de jeu. Sur les côtés, les pistons. Avec de la fraîcheur surtout. Merci beaucoup. Là, je suis tenté. Carton jaune, Martial. Carton jaune, Roger Stéphane. Allez, on part pour notre plus quali.